Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire aujourd'hui un épisode un petit peu plus particulier, mais que j'enregistre quand même pour la postérité, puisque je pense qu'il fera bonne figure dans les prochaines années de le ressortir, soit pour se rappeler de cette époque délirante dans laquelle nous sommes, soit tout simplement pour montrer à quel point j'étais dans l'illusion la plus totale à ce moment-là. Mais bon, je me permets quand même encore une fois de m'exprimer publiquement sur ces sujets-là, en assumant évidemment toute la responsabilité qui ira avec, puisque donc soit je serai probablement lynché publiquement dans quelques années pour ma bêtise à ce moment-là, mais à culpa, hein, je connais pas plus le futur que n'importe qui, soit au contraire, je serai vu comme le Messie qui l'avait vu venir avant, mais incapable de le timer précisément. Juste pour l'histoire quand même, je souhaiterais juste resituer ces choses-là, hein, c'est-à-dire c'est loin d'être la première fois que je suis en contradiction avec le marché. Je suis précédemment reconnu généralement comme étant un trader ce qu'on appelle contrarien, c'est-à-dire que tout comme je m'opposerai à certains mouvements de marché quand le marché fait n'importe quoi sur un support et que je me mettrai à l'achat de ce support, tout comme je pourrais me mettre à la vente de certains niveaux de résistance pour des raisons souvent opposées au sentiment de marché. Donc voilà, la dernière fois en date où j'ai sombré un petit peu dans les méandres psychologiques à essayer d'expliquer pourquoi le marché faisait un petit peu n'importe quoi sur les prix, c'était un peu avant le Covid et la fois d'avant c'était un petit peu avant le crash de 2018, ici où tout d'un coup le S&P 500 s'était quand même envoyé une grosse tatane de près de 20%. D'un coup comme ça, sans crier gare, après, comme on l'avait vu, une forme de capitulation haussière assez folle furieuse. Bref, encore une fois, généralement, les traders contrariens ont plutôt tendance à travailler à l'orée de stratégies de range. C'est-à-dire, quand les contrariens sont vraiment chauds, c'est qu'en général, on va se manger des ranges, voilà, plus que des bull market stratosphériques, etc., etc. Bon. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo publique, c'est pas pour timer, pour dire ça va se produire dans une semaine ou deux. Hein. D'ailleurs, l'historique a quand même tenté à montrer que, en général, j'ai même un petit peu trop d'avance. Mais ça fait quand même déjà des mois que j'alerte sur la probabilité plus que significative de se manger un vilain retournement de marché par là. Raison pour laquelle j'avertis d'ailleurs beaucoup d'investisseurs de faire très très attention aux biais techniques dans lesquels tout le monde est en train de s'enfermer à court terme en regardant leurs petits graphiques daily ou même 4 heures horaires en mode mais vas-y arrête, voilà, bref. Mais bon, le pire c'est que ça se voit maintenant sur des graphiques hebdomadaires, voire mensuels, que sincèrement on fait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme. Pour ceux qui sont au courant, j'avais déjà parlé depuis déjà pas mal de trimestres de la nature que j'entrevoyais pour le cycle correctif, donc je parle de range, pas de bear market, on va tous mourir, machin, bidule, dans les prochaines années. Et le timing semble plus ou moins opportun aujourd'hui, puisqu'on a déjà 4 mois de retard. Voilà. Ça fait 4 mois en fait que j'attends le signal technique et bien apparemment c'est toujours pas pour ce mois-ci puisque comme on l'a vu dans les briefs hebdomadaires, on s'est mangé une grosse sur les mois derniers et ça semble pas être la bonne puisque on se mange un gros retracement, c'est reparti bull market et a priori rien ne semble arrêter les boules qui veulent juste encore bouffer du bear trop pressé. Donc on va faire attention ici, l'idée n'est pas de dire oh mon dieu fuyez pauvre fou, vendez tout va mourir, mais juste de dire on est probablement sur la fin de quelque chose et le retournement pourrait être volatile dans le sens où comme je vous dis, quand je vois ces distorsions de marché, en général, ça se mange assez violemment un V-top, où on prend d'un coup un retour à la réalité assez brutal, tout comme ça avait été le cas sur le Covid. Je dis donc attention aux catalyseurs, c'est-à-dire des mouvements de marché très volatiles qui ont tendance à ramener un petit peu vers la réalité. Après avoir créé des distorsions généralement dans le sens de la tendance, donc ici haussière, assez brutale. Tout comme j'avais noté en 2018 cette forme d'endormissement spéculatif des investisseurs en mode bon, de toute façon c'est boule, il n'y a pas besoin de trop se poser de questions, et puis si c'est bear, de toute façon on aura le temps de voir venir. Bon, ok, il y a eu le délire du Covid derrière, où là c'était plutôt la prise en main des marchés financiers par la politique, donc M. Trump qui politisait les marchés, à nous tweeter tous les jours les records historiques du Dow Jones ou du S&P 500 pour se galvaniser de sa réussite personnelle en tant que président. Mais encore une fois, bon, un grand délire d'endormissement spéculatif où tout le monde s'était un petit peu oublié dans la mécanique, alors que le technique, encore une fois, montrait qu'il y avait quand même des choses qui semblaient plus que incertaines. Mais encore une fois, tendance haussière, donc comme d'hab, tout comme j'étais ici baissier, j'étais haussier sur les bottoms ici, tout comme j'étais haussier sur les replis en 2015, et tout comme j'étais haussier de nouveau en 2019. Il s'agit juste de dire, je ne fais pas partie des permabères, ceux qui pensent qu'on va s'écrouler tout le temps, mais juste de dire, parfois on monte un petit peu trop bêtement, et on se mange des replis
un petit peu sophistiqué et parfois assez volatile, et psychologique du coup, puisque la volatilité est directement corrélée à ça. Donc je dis juste attention aux biais psychologiques, puisque je vois les mêmes dérives que celles qui nous avaient amenés en 2018, en 2020, et aussi Dieu sait que j'ai été très inquiet sur les motivations spéculatives à partir du mois de mai-juin 2021, qui là encore s'était extrapolé pendant 6 mois avant de manger un correctif. Mais là, c'est d'autant plus fort. En 2021, on avait quand même des injections de liquidités et on a eu ce retard d'action de politique monétaire au niveau de la Fed, où concrètement, comme je l'avais dit, il y a eu une erreur de politique monétaire qui a été faite au mois de novembre 2021 et qui a tiré sur les mois qui suivent et qui ont causé en fait ce léger retard de 3 à 6 mois sur l'action de politique monétaire. C'était donc début novembre, le 1er novembre pour ceux qui suivaient à l'époque, où concrètement le marché aurait dû réagir par anticipation à ce positionnement de la Fed. Or, la Fed a continué dans son narratif de transitory, bullshit, je sais pas quoi. Donc, on a eu des erreurs de gestion de politique monétaire à l'époque. Il ne s'agissait pas vraiment ici, pour ma part, d'un marché extrêmement spéculatif. Juste de dire, il y a eu une erreur de gestion de la politique monétaire. Bon, là, aujourd'hui, c'est clairement spéculatif. On va pas se mentir, on a vu les dérives sur les valorisations type Apple, les Nvidia, etc. On est sur un délire spéculatif sans nom, là encore, très étiré sur les valorisations et plus proche d'une fin de tendance que d'un début. Donc là encore, toute l'évidence nous montre qu'on va s'en manger une. La question, c'est quand ? Moi, j'utilise toujours des notions cycliques qui m'invitaient à dire que le sommet de ce cycle devait se situer a priori autour du mois de mai. Et là encore, ça fait déjà 3 mois qu'on est au-delà de tout ça. Donc, comme d'hab, ça peut encore monter 3-4 mois de plus. Ça ne sera rien de bien foufou. Mais encore une fois, on est sur des niveaux spéculatifs. Ça veut dire encore une fois que la valeur, elle est très loin de ces niveaux-là. Elle est probablement située 15-20% plus bas. Et c'est probablement des ranges, d'accord, qui vont se constituer autour de ces zones de valorisation. Pas des crashs. Oh mon Dieu, on va tous crever. D'accord ? Donc juste de dire, même si on devait avoir un crash, j'entrevois qu'on pourrait même se manger 50% de baisse sur le S&P 500, que ça vaudrait de très beaux achats derrière. Bon, moi je pense pas encore une fois que ça va couiner, mais juste de dire, attention, c'est toujours pareil, quand on joue avec la psychologie, ça peut parfois brûler. Donc l'idée ici, c'est de faire comprendre, toujours pareil, que on a créé beaucoup de distorsions spéculatives et j'ai tenté de caractériser ce cycle, tout comme je disais à l'époque qu'on allait manger un sale truc et je ne savais pas de quelle nature ça allait être avant le Covid, mais je savais qu'on aurait un très sale truc et que ce serait volatile. Là, je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on va plutôt manger 4 ans de merde spéculative, c'est-à-dire 4 ans de retour à la normale. Je pense que dans 4 ans, le S&P vaudra plus ou moins 4700 points. Voilà. Enfin, autour de ces 4 ans. Donc toujours pareil, on va dire horizon a priori 2027. Je pense qu'on sera plus ou moins 15-20% plus bas. On va dire plus 20% plus bas, pas non plus dramatiquement beaucoup plus bas. On peut aller plus bas entre-temps, mais je pense que la valeur devrait se stabiliser autour de ces niveaux-là. Autrement dit, je pense qu'on va ranger autour des 4005. Est-ce qu'on va consolider tout doucement jusqu'à ce chemin-là, d'accord, c'est-à-dire en mode consolidation construite, destruction ici par exemple des biais spéculatifs, comme je vous l'ai souvent dit, c'est-à-dire dégonflement des bulles spéculatives à Wall Street sur les grosses valorisations technologiques, et en attendant rebond des actifs de value, c'est-à-dire tous ceux qui sont complètement oubliés comme s'ils avaient craché depuis 2021 et qu'ils ne s'étaient jamais remis. Alors que le S&P, lui, nous traduit surtout de la folie spéculative d'une poignée de valeurs dont les résultats sont clairement hors normes. Donc c'est ce que j'ai essayé de caractériser en appelant ça la crise de valeur. Tout comme j'étais incapable de donner la nature de la crise en 2020, tout en sachant qu'elle serait probablement volatile et qu'il faudrait en acheter la panique, d'accord ? Preuve à l'appui, putain, vous avez les vidéos à l'époque. Tout comme en 2018, j'avertissais des dérives et le fait qu'on allait retrouver de la volatilité dans les marchés et que ça se ferait probablement, là encore, par un pic de volatilité brutal et imprévisible, dont je ne connaissais pas la nature et dont, là encore, j'avais dit qu'il faudrait acheter les excès baissiers. Ok ? Tout simplement. Tout comme en 2015, j'avais dit que la consolidation était probablement construite, en 2016, fin 2015, et qu'il fallait acheter ces supports pour rester haussier, afin de viser une poursuite des tendances de long terme. Bon, voilà, point barre. Maintenant, on est là, et je vous dis, à mon avis, je pense qu'on est bloqué pendant 4 ans. Ça veut dire, je pense que les niveaux de la bourse dans 4 ans seront plus bas. Mais je vous ai aussi dit qu'on avait un problème lié à l'inflation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une hausse des prix à la production de toutes les matières premières globalement, et principalement cette fois les hard commodities, c'est-à-dire celles qui se retranscrivent immédiatement dans les coûts de production. On parle ici des métaux et autres sources de production énergétique.
Donc ici, tout simplement, le coût de l'énergie va monter et le coût des matières premières va monter. Et là, concrètement, ça pose un énorme problème, parce qu'on parle donc de baisser les prix et de monter les coûts de production. Autrement dit, de détruire les marges des entreprises. Et c'est surtout que, il faut donc comprendre que cet environnement-là, il est généralement pas très bandant. On parle dans ce cas-là d'une récession avec une hausse des prix. On parle de stagflation. Bon, là, je fais écho à la vidéo précédente que j'ai déjà faite sur le sujet, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous invite à la re-regarder. Mais si on parle bien d'une récession stagflationniste, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, et ça, clairement, en termes d'historique de prix, le seul semblable qu'on a dans les années 70, avant même d'arriver à la stagflation aiguë, c'est un range. Et ça supplante donc ce que je viens de dire ici, la forte probabilité de voir le S&P ranger pendant ces 4 années. Pas s'écrouler, puisqu'ici on ne parle pas d'une stagflation aiguë à 20, 30, 40% d'inflation, mais quelque chose dans lequel le rendement net du GDP va être baissier. Autrement dit, toute hausse de production qui sera sortie par l'économie sera compensée par une hausse de la masse monétaire et des prix. Autrement dit, concrètement, ça reste une décroissance. Une décroissance modérée, puisque, encore une fois, je pense que le GDP restera positif, mais l'inflation, il sera supérieur. Et dans ce cas-là, on a cet environnement emmerdant dans lequel les bénéfices des entreprises continuent de monter, mais leurs marges sont éclatées. Autrement dit, le bénéfice net des entreprises ne monte pas, voire consolide. Donc on a des entreprises qui baissent, d'accord, puisque les marges sont détruites, et on a d'un autre côté, comme on l'a dit, cet environnement qui force les prix à rester élevés, qui met donc beaucoup de pression sur les matières premières et sur les coûts de production. Et donc face à ça, je vous ai dit, j'ai appelé ça la crise de la valeur, pour dire, eh bien, toutes les activités économiques qui sont capables de transformer, d'accord, cette hausse de coûts de production en une hausse du prix de vente. D'accord ? Autrement dit, moi j'appelle ça la value parce que ça veut dire que le consommateur est obligé ou prêt à payer pour le surcoût parce qu'il a besoin. Autrement dit, il s'agit d'une crise de valeur, c'est un retour aux choses dont on a besoin. Alors qu'on va se séparer de plus en plus des choses un petit peu plus subjectives dont on n'a pas tellement besoin, puisque en soi, on n'a plus vraiment les moyens de se l'offrir. J'ai pas dit tout le monde, j'ai juste dit que le consommateur américain, qui est la locomotive de l'économie américaine, va être dans la merde pendant les 4 prochaines années, tout simplement. Donc, acheter des foufounes qui margent 35%, je suis pas trop sûr que ce soit ça le turfu. Acheter des cartes graphiques pour entraîner des modèles qui brûlent la consommation énergétique d'un pays pour nous faire un truc comme ChatGPT, donc tout le monde l'utilise aujourd'hui surtout pour faire du Large Language Model. Donc, ceux qui nous vendent le futur de l'AGI à grands coups de dette, tout en dépensant autant d'énergie que des pays tout entiers, peut-être quand même se posera-t-on la question de est-ce que ces entreprises qui fonctionnent à la dette et qui ne produisent pas un seul dollar de bénéfice vont pouvoir continuer d'opérer quand le coût de fabrication de ces mêmes choses, qui utilisent tous les métaux rares et métaux critiques de cette planète, vont commencer à être multipliés par 3 ou 4. Je pense encore une fois que ça va devenir compliqué de vendre des puces Nvidia pour entraîner des modèles qui fonctionnent sur un modèle économique à perte, donc de la dette, dans un environnement où les gens, sincèrement, à mon avis, n'auront pas le moyen de se payer 30 € par mois d'abonnement à ChatGPT pour faire du transformer, alors qu'encore une fois, derrière, il y a des modèles open source qui fonctionnent très bien pour ça. Donc encore une fois, je ne dis pas que toute l'IA va mourir, je dis juste qu'à mon avis, il y a une bulle spéculative mais délirante sur l'IA. Et que, quand elle va éclater, celle-là, elle va nous emporter le S&P avec. Bon, je dis ça un jour avant la publication des résultats d'NVIDIA, donc je ne sais pas si NVIDIA va réussir encore une fois à nous relancer la superbe jusqu'aux prochaines publications. Dans ce cas-là, l'extension de ce que je vous dis ici sera probablement 3-4 mois dans le futur, avant qu'à mon avis, de toute façon, comme à l'époque, je vais probablement pas me planter sur la résultante, c'est-à-dire qu'on va revenir violemment vers des supports et qu'il faudra les acheter encore une fois, parce que je ne vais pas tenter de le redire 20 fois, mais oui, il faut encore rester à l'achat de ces supports aujourd'hui. On n'est pas sur la fin du bull run machin, on est juste sur quelque chose qui pendant probablement 4 ans va être très très emmerdant. Consolidant au mieux, volatile au pire, parce que je parle bien d'un range dont je ne connais pas la nature. Le pire du pire du pire, je vous l'ai mis ici sur l'impression, serait d'éclater les valorisations boursières de plus de 50%. Bon, pour ma probabilité que ça se produise, quand même très faible, mais c'est pas impossible. Dans ce cas-là, encore une fois, on s'en fout. La valeur se stabilisera à terme, je pense, sur la valeur dont on a dit, c'est-à-dire près de 4500 points sur le S&P 500, plus ou moins 20% en dessous des niveaux de valorisation actuels, avant de réentamer un bull market. Ce serait pour moi le pire du pire, c'est-à-dire exploser la volatilité, avec une explosion probablement des bulles spéculatives, qui entraîneront avec elles des liquidations en cascade. On parle vraiment ici d'effondrement spéculatif, de ces bulles spéculatives, pour ma part,
très loin de la value, hein, mais carrément ce délire de e-acceleration, de toute façon tout va être solutionné par l'IA, et elle est à portée de main, c'est tout de suite, c'est immédiat, la révolution est maintenant. Bon, je ne suis pas vraiment sûr, encore une fois, quand je sors de chez moi, je ne vois pas grand monde en fait utiliser ces systèmes en dehors de faire de la refonte de texte et autres quelques niches d'utilisation très spécifiques dans des domaines d'activité comme la production de vidéos ou des trucs comme ça. Donc je suis quand même très sceptique voilà, du nombre de gens qui vont être capables de payer pour ces systèmes quand on voit d'un autre côté combien ils coûtent et combien leur coût de production va augmenter considérablement puisqu'on parle donc de hausse des matières premières, particulièrement des métaux, qui sont donc absolument critiques dans la composition de ces fabrications-là. Et d'un autre côté, on a dit qu'on parlait de destruction des marges sur des entreprises qui n'en font même pas, puisqu'ici, encore une fois, ils vendent rien du tout, et par contre, ça dépense beaucoup de dettes. Et on a aussi parlé de coût de l'énergie, hausse du coût de l'énergie, donc ça veut dire concrètement, ces entreprises vont être encore plus sous l'eau qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui, basées sur des promesses de vente futures qui, pour ma part, sont complètement délirantes étant donné le cas d'utilisation réelle de ces systèmes. Donc, je me pose la question. Peut-être l'effondrement de la bulle IA pourrait, et je dis bien pourrait, catalyser ce scénario brutal. J'en doute sincèrement, raison pour laquelle moi je dis plutôt rotation, d'accord ? C'est de dire, je pense qu'on n'aura pas nécessairement un éclatement des bulles spéculatives, mais un dégonflement de ces dernières qui pourrait s'opérer sur plusieurs années, au lieu d'un éclatement brutal. Et en revanche, on l'a dit, beaucoup d'actions trade aujourd'hui à des PE, c'est-à-dire des Profit to Earning Ratio, de proche de 2, 3, 4. On est sur des trucs qu'on ne voit pas hors de bear market, sur des entreprises qui font des profits dans des secteurs qui, encore une fois, semblent critiques, c'est-à-dire nécessaires au fonctionnement de l'économie moderne. Ou alors, évidemment, encore une fois, on retourne à la pierre et à la flamme, et encore une fois, dans ce modèle-là, laissez tomber vos IA et autres conneries du genre, c'est toute la société s'effondre. Donc on parle bien ici de processus de production industrielle nécessaires au fonctionnement de nos sociétés modernes, qui s'échangent aujourd'hui à des niveaux inférieurs à un bear market, alors que d'un autre côté, on nous vend le futur mirobolant de cette IA délirante, et c'est de là que part le narratif pour moi du retour à la valeur. Pour moi, c'est un vrai retour à la réalité en mode « Oh merde, peut-être qu'on s'est trompé ». Pas trompé sur le futur de l'intelligence artificielle, qui est probablement une technologie disruptive, mais sur les timings, c'est-à-dire « Merde, en attendant, pendant 4 ans, on va manger un truc pas sexy, et peut-être qu'on nous a un peu niqué sur ce futur hypothétique ». En tout cas, peut-être qu'il faut revenir sur des choses un petit peu plus rationnelles et se reposer la question de la valeur. Dans ce cas-là, on parle plutôt donc de dégonfler les bulles spéculatives et de repondérer ces fameux actifs qui arrivent à produire des marges bénéficiaires. Alors pas des marges de fou furieux à la Apple et 35% de marge de profitabilité, mais peut-être quelque chose de déjà positif. Donc juste de dire, quand d'un côté vous avez donc un univers tout oublié mais dont on a besoin pour fonctionner dans la vie réelle, face à un univers dont personne ne se sert réellement mais dont on nous vend le futur absolument nécessaire et de toute façon on trouvera un moyen de le commercialiser, je ne suis pas sûr, parce que je pense encore une fois que les gens qui vont se retrouver sous pression financière n'auront que faire que d'aller payer ce genre de système qu'il faudra bien monétiser tôt ou tard, puisque derrière, encore une fois, il s'agit de réelles dépenses, de vrais dollars dépensés, qu'il va falloir transformer en dollars de revenus. Et je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'on continue de nous vendre ces appareils technologiques extrêmement chers, puisque la plupart d'entre nous n'auront plus les moyens de se les offrir. Donc faisons un peu attention à tout ça. Voilà ce que je voulais résumer sur la crise de la valeur. Je voulais donc faire un brief là-dessus pour éviter que mes propos soient détournés, surtout aussi pour que ça fasse un peu figure dans l'histoire, puisque donc, je fais quand même ça depuis pas mal d'années et j'ai quand même un track record qui a montré que malgré mon opposition au marché par moment, Dieu sait que je peux me faire marteler pendant 1, 2, 3, 4 mois, ça va rarement au-delà de ça, et qu'en général, je suis plutôt pas trop mauvais. Et que quand j'alerte de délire spéculatif, c'est souvent le signe qu'il vaut mieux pas trop se mettre en face. Voilà. Par contre, vous pouvez évidemment dire que je suis un gugus et qu'il vaut mieux continuer de trader à l'achat, mais par contre, assurez-vous de récupérer vos profits rapidement, parce que quand je finirai par avoir raison, si c'est le cas, vous allez avoir tort pendant longtemps. Donc encore une fois, trader à court terme et spéculer à moyen terme, c'est deux choses différentes, d'accord ? Et là, je parle bien de ceux qui sont exposés à moyen terme. Le message que j'essaie de faire passer ici, c'est concrètement, oui, il y a des distorsions à la valeur extrêmement visibles, tout le monde les voit, tout le monde se pose la question de savoir quand ça va s'arrêter. Globalement, on s'en fout, encore une fois, mais c'est de mon devoir, pour ma part, de partager le sentiment. Je pense que quelque chose de volatile peut se produire, mais que si même ça ne se produit pas, on est quand même parti sur une consolidation qui va durer un bon moment, avec pas mal de
ratio et spread complètement délirant qu'il va falloir au moins linéariser avant de repartir dans un bull market dont personnellement je ne vois pas la moindre espérance de réussite avant 2028. Donc je pense qu'entre maintenant et 2028, donc pratiquement 4 ans, c'est quelque chose de beaucoup moins bandant qui nous attend. Dans ce moins bandant, je pense qu'encore une fois, les extrapolations spéculatives pour aller peut-être chercher 6000 points sont potentielles. Tout comme, sincèrement, à l'époque, je pense avoir déjà tiré les alarmes à partir de novembre 2019, et pour autant, ça n'a été qu'en mars. Vous voyez, donc je ne suis pas là pour jouer le timing, je ne connais pas le sommet de marché, je m'en fous. Je dis juste, attention ici pour ma part, je pense que la valeur sera plus basse, sous un horizon de 2 à 3 ans. Et 2 à 3 ans, encore une fois, on ne fait pas office de biais spéculatif. L'histoire a tenté à prouver que, même dans une bulle spéculative, j'entends bien les années 2000, etc., les délires de distorsion à la valeur ne durent jamais bien plus longtemps que 2 à 3 ans. Donc je pense que la bulle, s'il y en a une, de toute façon, elle sera résorbée d'ici 2028. Donc on peut, évidemment, s'enfoncer dans le délire du e-acceleration, comme certains nous vendent. Je pense en revanche que c'est très dangereux et que c'est dommageable, encore une fois, que de suivre les narratifs un peu fallacieux de ces gens qui vous vendent le futur à grands coups de pompe dans le cul. Donc on fait attention. Moi je pense que, évidemment, non seulement les cycles se sont retournés, les signaux macroéconomiques sont aujourd'hui plus ou moins sans appel, la récession arrive, et donc je pense malheureusement que le retour à la réalité va se faire prochainement. D'où les alertes répétées depuis déjà pas mal de mois pour dire attention à cette distorsion spéculative qu'on voit. Je vous rappelle ici, on lit toujours le marché selon 3 angles, c'est-à-dire l'angle technique, dont on a vu concrètement qu'on était sur des fins de tendance depuis déjà bien longtemps, et que là, on n'a qu'à faire à des assouplissements de court terme, c'est-à-dire des destructions de la volatilité. C'est-à-dire, en fait, on continue de grinder et on joue sur l'aspect temps, mais encore une fois, la valeur est très probablement sur des sommets. Ça ne garantit pas, évidemment, que ça ne va pas exploser direction banana zone, comme certains nous disent, mais ça paraît quand même un peu se foutre de la gueule du monde. Donc on a saturation du biais technique, d'accord ? On parle derrière souvent du biais fondamental. Comme on l'a dit ici, les spreads aujourd'hui sont extrêmement écartés entre les ratios value growth. Tout indique à penser qu'un rebalancement ici va se produire dans les années à venir, donc le fondamental plaide clairement dans ce sens. Il reste toujours la troisième partie qui est la psychologie et qui est ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré l'irréalisme de cette psychologie et le fait que c'est très subjectif et qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit, c'est quand même mon métier. Et je tente de vous relater depuis pas mal de mois le fait que je ne vois que des dérives psychologiques de marché, induites par les traders particuliers qui sont présents particulièrement depuis 2020, particulièrement gavés et galvanisés depuis 2021, et je vois ces mêmes procédés spéculatifs à l'œuvre aujourd'hui, comme si de toute façon on allait se faire racler encore pendant 1 ou 2 ans comme en 2021. C'est le bull market, bro, continue. Bon, moi j'ai toutes les évidences pour dire non, cette fois vous allez manger une récession les gars, et ça va pas du tout être 2020 comme avant, ça va pas du tout être printing to infinity, et ça va pas du tout être ce que vous pensez, c'est-à-dire tout part en infini parce qu'ils vont devoir imprimer du pognon pour éviter quoi que ce soit. Non, non, ils vont juste vous faire manger la récession dans la gueule cette fois, et il n'y aura pas d'évitement de cette récession, elle est visible, et les marchés obligataires le price déjà. Mais surtout, la nature de cette récession diffère des précédentes. Et ça, c'est faire écho à la vidéo précédente. Cette fois, il va y avoir de l'inflation. Donc encore une fois, si vous croyez qu'il suffira de vendre et d'acheter pas cher, ça ne marchera pas comme ça. Une très large partie des actifs financiers a déjà opéré ce retrait sur les prix et propose aujourd'hui des prix similaires à un bear market. Et c'est probablement ça qui va causer l'arbitrage vers la valeur dont je vous parle. Donc si on assemble ce biais technique, fondamental et psychologique, pour moi tout plaide pour aujourd'hui cette caractérisation dans laquelle j'ai relativement confiance, et l'avenir dira si j'ai été débile et qu'en fait j'ai dit ça juste avant l'explosion de toutes les valorisations boursières de la Everything Bubble, ou si encore une fois j'avais raison et qu'on allait se manger un range bien plus qu'un truc qui va tout the moon bro, n'importe comment, tout ça par les velléités spéculatives de traders particuliers, souvent très incompétent dans la lecture fondamentale des marchés. Quant à la lecture technique de moyen terme, pour ma part, elle sature complètement, et les distorsions de prix qu'on a induites à l'intérieur de ces indices m'invitent à penser qu'il faut surtout beaucoup plus de prudence. Si on navigue sur des environnements de range, rien à dire, évidemment les traders particuliers vont se faire dégommer comme à leur habitude. C'est-à-dire, je ne parle pas ici d'un marché qui va de boule à bear en ligne droite, comme ça vous allez pouvoir trader à la vente et gagner de l'argent. Non, je parle d'un marché qui est haché, qui est brutal, qui est très disparate et très morcelé. C'est-à-dire, concrètement, un marché dans lequel votre capacité à générer des profits est proche de zéro. Parce que, concrètement, c'est très compliqué dans ces environnements-là de gagner de l'argent. C'est donc
comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, un environnement pour professionnels. Faites donc très attention si vous manquez d'expérience. Je réitère concrètement ces avertissements parce qu'il me semble que c'est la seule chose positive que je peux garantir dans cet environnement-là. Si j'ai raison et que le sommet de marché est en train de se construire, je me fiche de savoir quand et comment. Ça peut durer encore 1, 2 mois, je m'en fiche, je vois bien qu'a priori, ils ont envie de nous emmerder un peu. Ce que je veux dire, c'est que par contre, une fois que ça démarre, ça va être absolument impossible pour ceux qui n'ont pas ces notions de valeur. Et donc, je parle ici donc de notions un petit peu plus professionnelles du trading, pas juste le momentum et le sentiment. J'ai vraiment l'impression que le marché il trade un sentiment et que quand le sentiment drive les marchés, attention, quand on s'est décorrélé de la valeur, on risque d'y revenir plus ou moins violemment. Il y a des bulles spéculatives qui, pour ma part, ouvrent la possibilité d'un crash de marché dû à la pondération délirante de certaines valeurs dans les indices. Mais je ne pense pas, encore une fois, que l'économie, elle, va entrer en crash. Je pense qu'une récession, oui, modérée, oui, inflationniste, oui, donc elle va surtout causer des rotations, parce qu'encore une fois, dans cet environnement de marché, les prix des actifs value risquent de monter assez significativement. Et ça va probablement compenser la perte de valeur des actifs de croissance et autres bulles spéculatives qui pourraient, au conditionnel, éventuellement exploser. Ok ? Voilà, vous savez tout, je vous laisse sur ces belles paroles. Bonne semaine à toutes et à tous. Vous savez tout sur la crise de valeur, en tout cas maintenant au moins, c'est enregistré dans une vidéo que vous pourrez me ressortir au gré des vents dans les 15 à 20 prochaines années, et on verra bien si je m'étais planté. Allez, ciao ciao!